pour satisfaire la demande européenne, notamment la demande de l'Italie, qui est le premier grand pays acheteur de gaz algérien, on va arrêter énormément d'usines en Algérie. Il y aura des usines en Algérie qu'on va arrêter. On va arrêter, c'est-à-dire on va leur demander de ne pas vendre, de ne pas consommer du gaz, de ne pas utiliser du gaz, de ne pas produire leur production industrielle avec du gaz. C'est ce qui passait avec la cimenterie. Et demain, on vous apportera des révélations supplémentaires. Donc l'Algérie est obligée de sacrifier certaines de ses industries ou certains de ces secteurs qui sont énergivores, qui consomment beaucoup de gaz pour pouvoir satisfaire la demande italienne. Oui, il faut profiter de la conjoncture actuelle. Mais encore une fois, si l'Algérie avait fait des investissements durant ces 5 dernières années, si on s'était lancé dans le gaz de schiste, comme le voulait le régime de Bouteflika à l'époque de Abdelmoun Qaddour quand il était petit chez son attraque, si on avait lancé l'exploitation et la production du gaz de schiste, si on s'était lancé comme il fallait dans plusieurs projets pétrochimiques, si on s'était lancé dans le projet du phosphate de Tbessa, si on avait mis en production de nouvelles réserves, si on avait attiré d'autres investissements internationaux pour augmenter notre production du gaz, là on aurait pu en profiter. Malheureusement, on ne peut pas en profiter. Je vois sur TikTok est-ce que le fer il va rapporter. Le fer ne rapporte pas, au contraire. Regardez, on vous prépare une autre émission. Les 3 milliards de dollars, les 3 milliards et demi de dollars que nous avons consacrés, sacrifiés même pour la moitié du chemin de fer entre Béchar et Tindouf, si on les avait utilisés dans le GNL, pour moderniser notre production de GNL, pour produire jusqu'à au moins 20 millions de tonnes de GNL, aujourd'hui on aurait pu gagner facilement avec cette crise énergétique plus de 3 milliards de dollars à 4 milliards de dollars par an. On a mis 3 milliards de dollars dans un train bin Béchar ou Tindouf qui transportera quasiment presque personne. Pour le projet de fer de Rajbilet, où le fer n'est pas une matière aussi stratégique que le gaz, alors qu'on aurait pu, mais vraiment, on aurait pu, avec l'argent du train de Rajbilet, on aurait pu moderniser, accroître et renforcer notre production de gaz, notamment du GNL, parce que ce qui est cher aujourd'hui, c'est pas le gaz naturel que nous vendons via gazoduc, c'est le GNL. Pourquoi le GNL est le plus cher? Parce que le GNL, on peut le transporter au bout du monde. Le Japon, le Qatar est l'un de ses fournisseurs. Il a besoin de remplacer lui aussi, comme l'Italie, le GNL qatari. Le Japon, il n'y a pas de gazoduc. Il ne peut pas faire un gazoduc depuis l'Algérie ou depuis l'Azerbaïdjan ou là, depuis un pays producteur de gaz. Donc, il a besoin de GNL. Le GNL, il est transformé en état de liquide. Il est transporté à bord de méthaniers, on appelle ça les méthaniers, c'est des navires spécialement conçus pour le transport du gaz en liquide. Il est liquéfié. Ensuite, quand il arrive au Japon, il est regazifié. Tout le monde cherche du GNL. Il faut savoir que l'Union européenne, par exemple, plus de 51% du gaz qu'il consomme, c'est du GNL. C'est pas du gazoduc. Maintenant, en temps de guerre, une nouvelle tendance se développe. L'Algérie, elle a vraiment une opportunité, c'est qu'il y a les gazoducs, on ne peut pas les bombarder. Ou là, on va les toucher comme par des drones, comme les navires du GNL. Ça, c'est vrai. Sauf que nous, notre capacité d'envoyer via gazoduc, elle est limitée. On a des contrats à long terme. L'Algérie, 80 à 85% de son gaz, il est vendu selon des formules de type de contrat à long terme. C'est-à-dire que l'Algérie, l'Italie et l'Espagne, pour prendre ces deux exemples qui sont les deux plus importants clients de l'Algérie, on fixe avec eux un prix. Il y a des dispositions, et ce prix il est plus bas, nettement plus bas, il est au moins 30 à 40% plus bas que le marché mondial, notamment que les prix du GNL, et pour que ce prix augmente quand il y a une explosion des prix sur le marché mondial, il faut des négociations exceptionnelles, etc., et ça n'augmentera jamais selon les prix du marché mondial. Donc, on ne va pas beaucoup profiter, on va gagner quelques milliards de plus, c'est sûr. Mais ces quelques milliards de plus ne sont pas stratégiques. Et on aurait pu gagner une vingtaine de milliards de dollars de plus. Là, on peut gagner dans 5 à 6 milliards de dollars de plus. Si la crise va durer plus longtemps, on peut gagner jusqu'à 8 à 9 milliards de dollars de plus. Mais en réalité, ce n'est pas assez. Parce qu'avec le potentiel qu'on a, on a 3 gazoducs. On a fermé le gazoduc Maghreb-Europe, qu'on aurait pu récupérer, maniche. Avec les 3 gazoducs que nous avons,
avec le savoir-faire que nous avons dans le GNL, avec notre proximité géographique avec l'Europe, on aurait pu facilement gagner une vingtaine, entre 20 à 23, voire même 25 milliards de dollars de plus que d'habitude, que ce que nous pouvons exporter. C'est-à-dire que l'Algérie aurait été gagnante vraiment si elle pouvait exporter au-delà de 70 milliards de dollars. 70 milliards de dollars, on n'a pas saisi une opportunité énorme. C'est quelques milliards de dollars de plus. Mais pour un pays de 50 millions d'habitants, avec beaucoup de besoins, etc., c'est pas 8 ou 9 milliards de dollars qui vont changer notre destin. Quoi de neuf? Est-ce qu'on peut passer à... Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, sur YouTube, Jamako, il me dit, Jamako 447,53, est-ce que l'Italie est un partenaire ou un client ou juste qu'il a besoin du gaz? D'abord, c'est un bon client. Les Italiens ont toujours été un bon client. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est pas grâce à Tebboune. L'Italie est le premier client du gaz algérien depuis 2 décennies pratiquement. Et l'un des plus premiers gazoducs qui relie l'Afrique à l'Europe, c'est le transméditerranéen, le Transmed, qui a commencé dans les années 80. C'est un bon client. Après, c'est un partenaire. Oui, c'est un partenaire et un pays ami. Mais c'est pas un pays allié. Voilà la différence. L'Italie est un pays ami, mais c'est pas un pays allié. Un pays ami dans quel sens? Attention, les Italiens ne donnent pas des milliers de visas aux Algériennes et aux Algériens. Les Italiens n'ont jamais donné autant de visas que les Français pour les Algériens et les Algériens. Les Italiens, ils investissent, mais uniquement, pratiquement que dans les hydrocarbures. Les échanges économiques entre l'Italie et l'Algérie sont dominés à 70%, à 80% que par les hydrocarbures. Les Italiens nous achètent à 90% que les hydrocarbures. Et nous, on leur achète quelques équipements industriels, quelques produits alimentaires, et quelques produits manufacturés, quelques services. C'est un bon client. Le fait que ce soit un bon client, ça signifie quoi? Ça signifie que les relations économiques sont solides entre nous. Quand les relations économiques sont solides, ça impacte directement les relations politiques. C'est inévitable. D'ailleurs, regardez, entre l'Espagne et l'Algérie, il y a eu une crise politique et diplomatique, mais l'Algérie n'a jamais pu couper le gaz, parce qu'elle a des contrats, et on vend entre 9 à 10 milliards de mètres cubes de gaz aux Espagnols. Quoi qu'il arrive, avec les Espagnols, on a eu 2 ans pratiquement, entre 2022 et 2024, une très aiguë et violente crise, violente, on va dire assez sévère, crise diplomatique et politique, mais on n'a jamais coupé le gaz. Le gaz n'a jamais été coupé. Pourquoi? Parce que l'Algérie, d'abord, elle ne peut pas se permettre de se passer des milliards de revenus du gaz. Le gaz et le pétrole, c'est... d'abord, le gaz, c'est 64% de notre production des hydrocarbures. Donc, on est un pays quasi, pas vraiment pétrolier. Le gaz, c'est plus de 60% de la valeur de nos exportations. Le gaz et le pétrole, c'est 55 à 65% des recettes du budget de l'État. Le gaz et le pétrole, c'est plus de 25 à 30% des richesses nationales. Donc l'Algérie ne peut pas se permettre de ne pas vendre son gaz à l'Espagne. Parce qu'elle a un gazoduc déjà avec l'Espagne. Ce qu'on ne va pas vendre à l'Espagne, pour le vendre au GN, etc., c'est très compliqué. Et ne pas honorer un contrat international, ça va être très mauvais pour l'image de l'Algérie. La force de l'Algérie, effectivement, c'est que nous avons toujours respecté nos engagements. C'est-à-dire la force de l'Algérie. La force de l'Algérie, c'est... Les engagements de l'Algérie sont respectés, sont très respectés. Et quand tu respectes les engagements, tu es considéré comme fiable. Les Italiens et les Européens considèrent l'Algérie comme fiable. Parce que l'Algérie, quand elle s'engage, elle donne. Et l'Algérie, très rare où elle a utilisé l'arme du gaz. On l'a utilisé à l'époque de Bouteflika, lors du Medgaz, etc., quand on a eu quelques problèmes avec les Espagnols. Mais on ne l'utilise pas de façon abusive. On n'est pas comme la Russie de Poutine, on menace les pays européens, on leur coupe le gaz. Non, pas du tout. On a toujours été un partenaire respectueux de nos clients européens. Donc, c'est notre fiabilité. Donc, c'est un partenaire, mais c'est pas un allié. Vendre du gaz et du pétrole, ça ne suffit pas pour construire une alliance avec un pays. Parce que dans l'alliance, normalement, il y a des enjeux, il y a des échanges économiques qui sont diversifiés, il y a des investissements réciproques, il y a une liberté de circulation entre les deux pays, il y a un alignement des positions politiques.
Par exemple, l'Italie par exemple, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'Italie, elle a une politique très anti-russe. Ce qui n'était pas le cas de l'Algérie, par exemple. Un exemple. Bon, il y a des valeurs politiques que le régime, il y a quelques visions communes entre le régime algérien et l'Italie. Mais c'est pas un allié. C'est pas un allié. Sur la position du Sahara occidental, par exemple, l'Italie n'a pas reconnu officiellement la marocanité du Sahara occidental, mais l'Italie ne reconnaît pas pour autant l'indépendance du Sahara occidental. Elle ne soutient pas pour autant le Polisario. Elle ne reconnaît pas le Polisario comme le tuteur légitime du Sahara occidental. Donc, ce n'est pas un allié, c'est juste un ami. Encore une fois. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Allez, d'autres questions. Le débat se poursuit. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'actualité? Comment vous regardez cette crise? Comment vous la percevez? Alors, sur TikTok, Wild Blady me dit, dis-nous une chose. Qui te satisfait dans la politique économique de Hamid Tebboune? Moi, je suis pas du tout satisfait de la politique économique de Hamid Tebboune. Je suis pas du tout satisfait. Je viens de l'expliquer. Je ne peux pas être satisfait de la politique économique d'Abdelmajid Tebboune. Nous sommes dans une catastrophe. Catastrophe. Si on a investi... Abdelmajid Tebboune, quand il est arrivé au pouvoir, c'est quoi ses erreurs? Là, en ce moment, si on manque des opportunités, si l'Algérie ne peut pas gagner une vingtaine de milliards de dollars au niveau de ses exportations pour profiter de cette crise énergétique et de ces crises énergétiques qui ont été enclenchées dans le monde depuis la guerre en Ukraine. Entre 2022, la guerre en Ukraine, 2026, la guerre contre l'Iran. On a eu 2 crises énergétiques à l'époque de Tebboune. À l'époque de Tebboune, en 4 ans, le prix du baril du pétrole a dépassé les 100 dollars. Et en 4 ans, les prix du gaz ont augmenté de 50 à 170%, notamment sur les marchés européens, qui est notre marché naturel. Est-ce que l'Algérie a changé quelque chose? Est-ce que le niveau de vie de la population algérienne a changé? Est-ce que l'Algérie est devenue plus prospère? Non. Bouteflika, il a eu des augmentations du prix du baril du pétrole, il a eu des augmentations du prix du gaz, il y a eu des crises énergétiques entre 2008, 2007, etc. L'Algérie en a profité. Mais à l'époque de Bouteflika, chefna les résultats. L'Algérie a été dotée de métro, de tramway, station de dessalement de l'eau de mer, de logements, de nouveaux trains. Les voitures étaient marmeillées, les voitures les plus... Il y avait des Porsche qui se vendaient à Alger, il y avait des Brabus qui se vendaient à Alger. On a vu une classe moyenne algérienne qui a émergé, on a vu des nouveaux riches, on a vu une nouvelle bourgeoisie algérienne. Pourquoi à l'époque de Bouteflika, quand les prix du pétrole et du gaz, on ressentait ces effets-là? Et pas à l'époque de Tebboune, parce que Tebboune, quand il est arrivé au pouvoir, 2020, crise de la Covid, il a bloqué, il a gelé tous les investissements. Il a bloqué tous les investissements de Sonatrach dans le secteur des hydrocarbures. Dire que j'investis pas. Je préserve mon argent, etc. Et je préserve les devises, on n'investit plus. On lui a dit à l'époque, c'était une erreur. Le Covid, tôt ou tard, la pandémie allait être surmontée. Il ne faut jamais geler les investissements dans les hydrocarbures parce que c'est un secteur, même quand le baril du pétrole il est bas, un pays comme l'Algérie qui dépend entièrement de sa rente et de son pétrole et son gaz pour son développement économique, il faut toujours investir dans la pétrochimie et dans la recherche de nouvelles réserves. Tu touches pas. Dans le domaine du pétrole et du gaz, il y a des fondamentaux auxquels on ne doit pas toucher. L'exploration de nouvelles réserves et le développement de la pétrochimie. Toujours chercher de nouvelles réserves de pétrole et de gaz pour augmenter ta production et augmenter tes exportations. Et développer les projets pétrochimiques, c'est-à-dire comment transformer industriellement ton pétrole et de gaz pour produire des produits dérivés du pétrole et du gaz que tu pourras par la suite revendre plus cher sur le marché mondial, comme les engrais par exemple, dont nous allons parler demain. Abdelmajid Tebboune a tout bloqué. De 2020 à 2022, l'Algérie était au point mort. Qu'est-ce qu'on attaque Habsa? Son attaque à l'époque de 2020-2022, Welou, tous les projets Habsin, au nom de la pandémie de la Covid-19, alors qu'on n'était pas un pays extrêmement touché, ou ravagé comme l'Italie, comme la France, comme les vieux pays européens. Ça va, il y a eu en Algérie, on était entre 50 000 à 60 000 morts, 50 000 morts, on va dire. Même pas 60 000 morts dans les pays européens, on a dépassé les 100 000 morts. Donc c'était 2 fois pire.
et les régions désertiques n'étaient pas extrêmement touchées par la pandémie de la Covid. La Covid-19 était touchée énormément les centres urbains, où il y avait beaucoup de population. On n'a rien fait. 2022, Tebboune se réveille, il trouve qu'il y a la guerre en Ukraine, elle a commencé. Et tout le monde entier cherchait du gaz et du pétrole. Sauf que tous les projets importants que le régime de Bouteflika a préparés en 2019, comme par exemple le gaz de schiste avec les Américains, comme la transformation, la production du phosphate de Tbessa, comme le nouveau grand port avec les Chinois, comme les stations de dessalement de l'eau de mer, comme la raffinerie de Hassim Saoud, comme le développement de la raffinerie d'Augusta, comme plusieurs projets, plusieurs permis, plusieurs projets d'exploration, d'exploitation, Virou del Bagel, Virou del Nous, plusieurs travaux d'exploration, plusieurs projets ont été bloqués. La liste, elle est longue. La liste des projets qui ont été bloqués par Tebboune de 2020 en 2022, pas parce que à cause de la Covid-19. Non, Tebboune les a bloqués pour économiser des réserves de change, pour économiser les devises du pays. Parce que quand on investit, quand on vend, quand on exploite, on produit du pétrole et du gaz, on gagne de l'argent. On gagne de l'argent. On gagne des devises. Mais pour investir, il faut dépenser des devises. Puisqu'il faut acheter du matériel pour le forage, il faut payer des partenaires étrangers, il faut ramener des expertises de pays étrangers, il faut acquérir de nouvelles technologies, il faut s'associer avec des cabinets internationaux. On dépense des devises. 2022, quand le gaz et le pétrole est devenu plus cher, Tebboune se réveille. Aya, lance les projets, lance les projets. On a commencé à ne pas entretenir les gisements. Le gaz qui devait être réinjecté dans les gisements, parce que le gaz, il faut savoir le gaz, on a les deux grands gisements de gaz en Algérie. Roudennous ou Hassermel. Le plus connu, c'est Hassermel. Le moins connu, c'est Roudennous. Les deux, c'est pratiquement 70 à 75% de la production algérienne du gaz. Un gisement de gaz, il y a deux types de gaz. Il y a le gaz qu'on peut extraire et l'exploiter et l'utiliser. Il y a une partie de ce gaz qu'on doit réinjecter dans les gisements pour ensuite, pour maintenir les gisements de gaz en vie. Là, on peut produire 138 à 140 milliards de mètres cubes, mais normalement, on ne peut commercialiser que 100 à 105 milliards de mètres cubes. La vingtaine ou la trentaine de milliards, la différence entre 20 ou 25 ou 30 milliards de mètres cubes, il faut qu'il est réinjecté dans les gisements pour que le gisement continue à rester en vie. En 2022, pour satisfaire les Italiens, et on était les seuls à avoir révélé Julie Part, j'avais fait des émissions à l'époque, on avait sacrifié le gaz, on avait sacrifié l'entretien, la préservation, comment on appelle ça, la préservation de nos gisements de gaz, en arrêtant de réinjecter du gaz qui était nécessaire pour leur maintien en vie, et on l'a utilisé pour l'exporter à l'étranger, notamment vers l'Italie. C'est comme ça qu'on a pu vendre davantage de gaz. Sinon, en réalité, à cause de la crise politique de 2019, et à cause du blocage des investissements de 2022, et qui ont duré jusqu'à 2023 pratiquement, et à cause du blocage et du sabotage par le Majid Tebboune de tous les projets intéressants de l'époque de Bouteflika. On n'a pas assez de gaz à vendre. Il faut arrêter, on n'a pas assez de gaz. On a fait la limite. Adna, le gazoduc, on peut donner 38 à 39 milliards de mètres cubes, même pas 40 milliards de mètres cubes. On exporte dans les 11-12 millions de tonnes. Le reste, c'est pour notre consommation nationale. 99% de notre électricité, c'est le gaz. On a les projets industriels qui consomment beaucoup de gaz, 14 cimenteries, les usines dans les engrais, etc. Les sidérurgies que nous avons fait, etc. Les complexes industriels pour l'agroalimentaire. Tout le reste, c'est pour la consommation nationale. On n'a pas assez de gaz à offrir. Parce qu'on n'a pas beaucoup investi. Parce que qui j'ai Tebboune, le premier mandat à Tebboune, monsieur Blocage. C'était monsieur Blocage. On n'était que dans les blocages. Bloquer tel projet. Tebboune a voulu juste préserver les réserves de change. Donc la quarantaine de milliards de dollars, Bouteflika quand il est parti, il a laissé entre 40 à 44 milliards de dollars de réserves de change. Tebboune voulait les préserver à tout prix. Il a réussi à les préserver. En limitant il y a eu la politique anti-importation de Tebboune, tout le monde en parlait, on en a parlé de ça. Tebboune a bloqué les importations, ça c'est vrai. Et non seulement il a bloqué les importations, mais aussi il a bloqué les investissements les plus importants de son Sonatrach qui étaient en devise dans le secteur des hydrocarbures. Ce qui a retardé le plus important projet pétrochimique. Certains projets pétrochimiques ont été totalement annulés, comme un beau projet avec
avec Total, les Français, du côté de Hollande, comme le projet du phosphate de Tbessa qui a été saboté, qui n'a jamais pu redémarrer, comme l'avenir de Hassim Saoud, qui a été bloqué, qui a été totalement mis à l'arrêt, et que le projet n'avance pas. Nous payons aujourd'hui les conséquences de la mauvaise politique de Tebboune. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas satisfait de la politique de Tebboune. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Younes Mounis, Monsieur Abdel, l'histoire de Jujra, il y a beaucoup plus grave en Algérie que tout ça. Heureusement, je n'ai pas compris, Younes, ta question du tout. On a des juges par rapport à quoi nous nous révélons. On nous a posé des questions sur le gaz et le pétrole. Nous sommes en train d'y répondre de la manière la plus correcte et la plus directe possible. On est en train de répondre directement et ouvertement. S'il y a des choses beaucoup plus graves dont tu veux nous parler, moi je suis ouverte à toutes les questions. Quelles sont les choses les plus graves qui se passent en ce moment en Algérie? Alors, j'ai vu une question sur TikTok. Pourquoi les médias français nous mentent sans arrêt? Ah, mon cher ami, moi je suis un journaliste algérien, Khoya Chadli. Ah, pourquoi est-ce qu'ils mentent sans arrêt? Moi je ne suis pas responsable du comportement et des dérives ou des éventuels dérapages ou des défaillances ou des défauts de la presse française. La presse française a ses rédacteurs en chef, etc. Mais, Chadli Khoya, il faut voir comment ment la presse algérienne. Je crois qu'on n'est pas vraiment bien positionné ni bien placé pour donner des leçons de morale à la presse française, étant donné la qualité médiocre et catastrophique de la presse algérienne. Si vous voyez le nombre de mensonges, de fake news, de manipulations grossières qui sont véhiculées par la presse algérienne. Donc je crois que le jour où on bâtira chez nous des médias de qualité et des médias vraiment d'un certain niveau, et des médias crédibles, ce jour-là, je pense qu'on pourra donner des leçons de morale aux médias français. Sur YouTube, achat domicile 94-89 me dit l'Algérie ne pourrait-elle pas vendre du gaz et du pétrole au Maroc? Un tarif compétitif, ça pourrait ramener la paix entre les deux pays, les deux peuples. D'abord, il faut savoir qu'il y a une paix entre les deux peuples. Les deux peuples ne sont pas en guerre à chaque domicile. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas de guerre. Le problème politique entre l'Algérie et le Maroc, c'est pas un problème de peuple, c'est un problème de dirigeants, de régime. Mais les peuples ne sont pas du tout ennemis, ils ne sont pas en guerre. Il y a toujours eu depuis les années, depuis il y a eu le Maghreb-Europe, quand il y avait le gazoduc Maghreb-Europe, que l'Algérie a fermé en octobre 2021 et qui était opérationnel pratiquement depuis les années 90. Le Maghreb-Europe. Le Maghreb-Europe, qui permettait d'exporter une dizaine de milliards de mètres cubes vers l'Espagne jusqu'au Portugal, et qui avait une capacité de transport de gaz et d'acheminement de gaz plus importante que le Medgaz, le Maghreb-Europe, le gaz, il passait par le Maroc, et le Maroc, il prenait des droits de passage. Il était payé par les droits de passage, il prenait du gaz à un prix compétitif, voire même un prix symbolique. Donc ça existait par le passé, ça a toujours existé. C'est le régime Tebboune qui a décidé d'arrêter le Maghreb-Europe dans le siège de la dans le siège de l'interruption et de la rupture des relations diplomatiques. Ce qui a obligé le Maroc et l'Espagne à récupérer le Maghreb-Europe, le gazoduc, pour permettre à l'Espagne, pour le Maroc, prend du gaz GNL, c'est le GNL américain ou qatari, etc., ou du Nigeria, etc., ou de l'Australie, qui vient en Espagne, que l'Espagne va regazifier et qu'elle va revendre au Maroc à travers ce gazoduc. Non seulement, moi, la fermeture et l'interruption du Maghreb-Europe, ça a été pour moi une grave erreur. C'est une grave erreur que nous avons fait.
J'étais parmi les rares qui le disaient. Et à l'époque, on m'insultait, t'es pro-marocain, etc. Mais aujourd'hui, les gazoducs sont très chers, très compliqués à réaliser. C'est des investissements qui sont très lourds. Très, très lourds, ya Jma'at al-Khair. Vraiment très lourds. C'est des infrastructures sensibles. Le monde entier cherche à se doter d'infrastructures. Il serait heureux. Il y a des pays qui paieraient des milliards pour avoir des gazoducs. En Algérie, on a fermé un gazoduc. Pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas avec les Marocains qui sont nos voisins. Ou je décris la politique avec le business. Le business, c'est le business. La politique est la politique. On aurait pu changer le contrat avec les Marocains et les Espagnols. Et on aurait pu exiger un prix plus élevé aux Marocains. Le Maroc est un client au même titre que les autres. On a perdu. Le Maroc est un marché pour l'Algérie, pour les exportations du gaz algérien. Au lieu de rompre, au lieu de stopper ce gazoduc qui a vu le jour en 1990, voilà, qui a commencé en 1993, voilà. Non, les travaux de construction ont commencé en 1993, ils ont été achevés en 1996. 96. Et quand il a été lancé, malgré la fermeture des frontières entre l'Algérie et le Maroc, il y avait une crise en 94, rappelez-vous, la fermeture des frontières terrestres, ou la dispute entre l'Algérie et le Maroc en 1994, quand l'Algérie a été accusée à tort par les autorités marocaines d'avoir permis à des groupes terroristes de pénétrer sur le sol marocain pour organiser des attentats terroristes. À l'époque, on n'avait pas du tout empêché, le régime algérien de l'époque n'était pas du tout con, n'était pas du tout idiot, et il n'avait pas interrompu ce projet. Au départ, je rappelle que la capacité de transport était de 8 milliards et demi de mètres cubes. Ça a été porté à 13 milliards et demi de mètres cubes en 2015. C'est un gazoduc très important, 520 km sur le sol algérien, 540 km sur le sol marocain, un tronçon maritime de 45 km et un tronçon vers l'Espagne de 270 km. C'est un gazoduc stratégique pour l'Algérie. Kalitha, on fournissait du gaz avec le Maghreb Europe jusqu'au Portugal et jusqu'à l'Espagne. Et quand la crise énergétique de 2022 avait éclaté, le gazoduc, on l'a fermé, le régime Tebboune, c'est pas le régime Tebboune l'a fermé. Le régime Tebboune l'a fermé en octobre 2021, alors que pratiquement quelques mois plus tard, vers février 2022, il y avait la guerre en Ukraine qui a été lancée, et la crise énergétique a commencé, avait démarré sur les chapeaux de roue rapidement, juste au printemps 2022. Alors que nous, 6 mois avant, on a fermé un gazoduc. Mais c'est faut être fou pour faire ça. On aurait pu profiter du Maghreb Europe pour exporter plus de gaz, et pour, en plus, faire payer les Marocains davantage notre gaz, et on aurait pu se faire de l'argent. Ça a été une erreur. Donc, par le passé, le gaz algérien, il passait par le territoire marocain, il était vendu à des prix négociés, à des prix amicaux par le Maroc, parce qu'il y avait les droits de passage, le gazoduc, et ça se passait très bien. L'Algérie, elle a même vendu des cargaisons de GNL au Maroc. Des navires de Sonatrach, ils passaient par Tangimed pour vendre leur GNL, ça s'est déjà passé. Mais la rupture des relations diplomatiques a causé énormément de pertes économiques pour les deux pays. L'Algérie, elle a perdu un marché, elle a arrêté bêtement un gazoduc dont elle a cruellement besoin. Demain, on veut ramener le gaz depuis le Nigeria, avec le transsaharien. Une fois que le transsaharien aurait été réalisé, il aurait été achevé, on aurait pu continuer à utiliser, le gazoduc Maghreb-Europe pour le connecter aussi au transsaharien, et on aurait été on aurait eu un écosystème extrêmement privilégié pour les pays européens, et on aurait été un fournisseur encore plus fiable, ce qui aurait pu nous permettre d'engranger de nouvelles recettes et de gagner de nouveaux clients en Europe. Ça a été catastrophique. Franchement, ça a été catastrophique. Le choix de politiser l'économie, les échanges économiques entre l'Algérie et le Maroc, et le choix d'interrompre et de stopper le gazoduc Maghreb-Europe a été une très mauvaise décision pour le régime algérien. Et ça, on va le regretter un jour, et on va le pleurer un jour. Lali qui nous dit bonsoir Abdou, 1000 saluts de Sidi Bel Abbès. Merci beaucoup Lali, tu salues très fort, tu embrasses très fort de notre part la population de Bel Abbès.
Merci beaucoup. J'aime beaucoup Sidi Bel Abbas, c'est l'une des plus belles villes d'Algérie. Marhaba bikom encore une fois. Allez, le débat se poursuit. Le débat se poursuit, ya Jma'at al-Khair. Alors, sur TikTok, on me dit, est-ce vrai, Uzer26, est-ce vrai que l'Algérie est devenue le pays le plus prospère d'Afrique? Non, soyons sérieux. L'Algérie a toujours été parmi les pays les plus prospères d'Afrique. Et malheureusement, on regarde de la pauvreté qui règne sur le continent africain. C'est pas compliqué d'être très prospère en Afrique. Faut être sérieux. Et je mets comme les dirigeants algériens, pour manipuler le peuple algérien, et pour manipuler l'opinion publique algérienne, et pour lui faire croire que nous sommes euh, un pays qui avance énormément, on se compare toujours à des pays africains les plus pauvres. On ne se compare pas à l'Afrique du Sud. On se compare toujours à des pays comme le Tchad, comme le Mali, comme le Zimbabwe, etc. Il est normal que l'Algérie soit parmi les plus prospères. L'Algérie, normalement, ça fait longtemps que l'Algérie aurait dû être la première puissance économique du continent africain. Le fait que l'Algérie n'est pas la première puissance économique du continent africain est une anomalie. Un pays aussi riche avec son sous-sol, avec une démographie maîtrisée, avec une population jeune, avec une situation géographique prestigieuse, à côté de l'Europe, à 2 heures de l'Europe où il y a des pays parmi les pays les plus riches de la planète. C'est anormal que l'Algérie ne soit pas une puissance économique. Ce qui est normal, c'est que l'Algérie soit un pays prospère par rapport aux autres pays africains. Mais ce qui est anormal, c'est qu'on ne soit pas le numéro 1, alors qu'on a tous les atouts pour être le numéro 1. Alors on est prospère, on a un indice de développement humain important, mais attention, dans pas mal de secteurs, comme par exemple l'industrie, par exemple dans certains secteurs des services, la qualité de l'enseignement, la qualité par exemple de la bonne gouvernance, l'utilisation des nouvelles technologies, la qualité des services bancaires, la qualité au niveau de la recherche scientifique. Il y a des pays africains qui font beaucoup mieux que nous. Au niveau de la croissance économique, il y a des pays qui ont des croissances plus dynamiques que nous, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme le Sénégal, etc. Comme l'Éthiopie. Il y a des pays qui ont une politique industrielle beaucoup plus efficace que nous, comme l'Éthiopie par exemple, comme l'Égypte. Et attention, la prospérité de l'Algérie sur le continent africain, elle n'est pas éternelle. Demain, la Libye, en parlant de gaz et de pétrole, demain, la Libye, elle est stabilisée, elle devient sécurisée, ses réserves de pétrole sont plus importantes que nous, la production du pétrole libyen, elle peut être le double que nous. Elle peut être le double que nous, de 1, de 2. Elle peut être, la Libye, elle a des réserves de gaz vierges, moins de réserves de gaz que nous, mais elle a des réserves de gaz plus vierges. Si le gaz libyen et le pétrole libyen étaient exploités à la hauteur de leur potentiel, l'Algérie va être dépassée. On aura des concurrences très... D'ailleurs, regardez les derniers appels d'offres lancés pour les investissements en Libye, dans le secteur du pétrole et du gaz, ont drainé, ont attiré beaucoup plus les compagnies pétrolières et gazières internationales que l'Algérie. Donc, le malheur de la Libye file pour le moment le bonheur de l'Algérie. Mais demain, quand la Libye sera stable, vous allez voir la concurrence. Demain, quand les Italiens pourront prendre ou exploiter, produire le gaz libyen comme ils veulent, on va voir s'ils vont continuer à s'intéresser à nous. On va voir. Alors, Knetri, tant que tu avoues que le Maroc est numéro 1, le Maroc n'est pas numéro 1 en Afrique, ni le Maroc ni l'Algérie. C'est des pays qui sont pas du tout. Il y a des pays beaucoup plus dynamiques que nous dans beaucoup de secteurs. Il y a des pays qui sont beaucoup plus structurés que nous. Le Botswana, la Namibie, l'Éthiopie. L'Éthiopie est le véritable tigre économique en Afrique. L'Égypte avec un grand potentiel, un énorme marché. On n'est pas vraiment du tout les meilleurs pays en Afrique. Il faut arrêter que les Algériens et les Marocains doivent absolument se calmer un peu et arrêter de croire que l'Afrique, de regarder l'Afrique avec beaucoup de mépris. L'Afrique est en train d'évoluer énormément par rapport à nous. مرحبا بكم يا جماعة الخير أهلا وسهلا. Alors sur YouTube, Mimoun Yousfi 1456,
Est-ce que le régime Tebboune peut diminuer le gaz destiné au peuple pour combler le gaz destiné à l'Europe et pour gagner des dollars? Oui, il le fait déjà, bah il le fait. Bah, il l'a fait avec les cimenteries, on a bien vu. Il a diminué les fournitures de gaz pour les cimenteries. Ensuite, pour ensuite et produire le maximum de gaz et le vendre aux Européens. Et demain, on vous sortira un scoop. Il y a un secteur industriel important qui a été contraint de réduire sa consommation du gaz de plus de 50%. Après, il ne va pas toucher au gaz de ville. Il ne va pas toucher au gaz qui est utilisé pour produire de l'électricité. Sinon, il y aura des coupures, etc. Il y aura un blackout total. Non, Tebboune n'est pas dans, ne peut pas le faire ça. Alors, que faut-il pour arranger les relations avec le Maroc? AH sur TikTok. Le départ du régime Tebboune, ça c'est inévitable. Je ne vois pas du tout comment Tebboune pourrait arranger les relations avec le Maroc. Tebboune, il a bâti des relations sur la marocophobie, sur la haine contre le Maroc, sur la rivalité avec le Maroc. Je ne le vois pas faire marche arrière. Il l'a utilisé pour un argument, comme un principal argument pour asseoir sa légitimité en Algérie, pour réprimer le Hirak, pour réprimer les opposants, pour persécuter les libertés publiques individuelles, la rivalité ou l'hostilité ou le scénario d'une menace existentielle que le Maroc incarne contre l'Algérie a été l'argument phare de Tebboune. Donc, avec Tebboune, il n'y aura pas de normalisation des relations politiques, il n'y aura pas de réconciliation. Et aussi, le Maroc devra faire aussi des efforts, tant que le Maroc a aussi une politique très pro-israélienne, très pro-impérialiste, tant que le Maroc aussi a des lobbies qui favorisent. N'oublions pas que le Maroc n'est pas à l'abri de la critique. Hein. Il y a des lobbies expansionnistes au Maroc. Tant que le Maroc ne s'engage pas dans une politique de non-agressivité et dans une politique de bon voisinage avec l'Algérie, tant que ces lobbies expansionnistes ne cesseront pas de relancer les thèses du Sahara oriental et des revendications sur quelques territoires algériens, et tant qu'il y a aussi une algérophobie au Maroc, il y a des efforts qu'il faut qu'ils soient faits communément. Il y aura un changement quand il y aura une nouvelle classe dirigeante au Maroc et en Algérie qui comprendront qu'il est nécessaire de faire des concessions pour aller de l'avant et que le bon voisinage et que le Maghreb, et la nécessité de construire le Maghreb, un marché commun et un Maghreb pacifié, paisible, est beaucoup plus, est une nécessité impérieuse et c'est beaucoup plus important que les intérêts politiques conjoncturels des régimes en place. Donc nous n'avons pas des dirigeants en Algérie, au Maroc, qui ne sont pas capables de faire des concessions en oubliant les excès du le nationalisme bête et méchant et en oubliant le carcan de leur agenda politique intérieur. Et tant qu'on n'érige pas le Maghreb en priorité, on ne pourra pas se réconcilier entre l'Algérie et le Maroc. Sur TikTok, on parle du limogeage du PDG d'Algérie Télécom. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais c'est un sujet intéressant. Nous allons enquêter là-dessus. Il n'y a aucun problème, nous allons enquêter là-dessus. C'est un sujet qui intéresse nos lectrices et nos lecteurs, ou là, nos auditrices et auditeurs, ou nos téléspectatrices et téléspectateurs. On va s'intéresser là-dessus, bien sûr. On va le faire, oui, Algérie Télécom. On a déjà enquêté sur Algérie Télécom. Hein. C'est pas la première. Algérie Télécom n'est pas un sujet nouveau pour nous. On en a déjà parlé, on en reparlera encore. Alors, a-t-on vraiment besoin de l'un et de l'autre? Alors ça, Merci beaucoup pour la question. Elle est très intéressante parce qu'en Algérie, il y a certains fanatiques, au Maroc, certains fanatiques, des illuminés qui font croire, au moins ils ne sont pas convaincus, mais ils essaient de se convaincre, et ils essaient de convaincre les autres que on peut vivre, que l'Algérie peut vivre sans le Maroc, que le Maroc peut vivre sans l'Algérie. D'abord, historiquement, c'est faux. La décolonisation du Maghreb n'aurait jamais été possible si l'Algérie et le Maroc ne se sont pas entraidés ensemble pour lutter contre la colonisation française. L'histoire, bien avant la colonisation, depuis l'Antiquité, l'histoire du Maghreb, de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à l'époque des indépendances, il y a des milliers d'épisodes où les luttes communes, où les combats communs, où les destins communs du Maroc et de l'Algérie
ont été tracés ensemble parce que il y a eu les peuples de la région ont été unis dans les mêmes quêtes, dans les mêmes luttes. Maintenant, moi, je vous retourne la question. Mis à part Israël, qui est un cas particulier, qui a bénéficié du parapluie américain, qui a l'appui de tout l'Occident, et qui est, en réalité, Israël, on peut le considérer comme l'un des États des États-Unis d'Amérique. C'est une émanation des États-Unis d'Amérique. Et c'est un pays occidental dans le Moyen-Orient. Mis à part Israël, quel est le pays qui s'est développé, qui a assuré son progrès et qui a assuré sa protection et qui a renforcé sa sécurité nationale dans un voisinage hostile ou dans un voisinage avec des voisins avec lesquels il n'a que des problèmes et que des conflits. Donnez-moi un pays. Donnez-moi un pays qui peut se développer et qui peut assurer sa sécurité et qui a pu se développer, qui a pu devenir une puissance en ayant des problèmes avec son voisin. La Corée du Sud elle-même, elle a pratiqué une politique de rapprochement et de négociation avec la Corée du Nord pour pouvoir assurer sa sécurité et son développement. Il n'y a pas au monde un pays qui a assuré son développement et sa sécurité en ayant des relations de mauvais voisinage. C'est pas possible. Sans le développement d'Algérie fera le développement du Maroc. Le développement du Maroc fera le développement d'Algérie. La sécurité de l'Algérie est un gage de sécurité pour le Maroc. La sécurité du Maroc est un gage de sécurité pour l'Algérie. Donc, celui qui vous dira ou celle qui vous dira qu'on n'a pas besoin l'un de l'autre est un menteur. Madra, on parle Abdou, l'achat de Uno par Yassir. Il y a quelque chose derrière. C'est un très bon sujet, nous allons le creuser effectivement. Uno, c'est la filiale de Civital, elle a fait faillite, c'est tout. Uno n'a jamais ramené de l'argent. Ça n'a ramené pas beaucoup d'argent d'abord pour Civital. Ça a été une catastrophe pour le groupe Civital. On en a déjà parlé sur Algérie Part 1000 fois. Le groupe Civital et avec sa filière Numidis et les supermarchés Uno, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Il y avait une très mauvaise gestion. Il y avait, je sais pas, il y avait beaucoup d'ambition, mais le groupe Civital, voilà. D'abord, le père est parti. Le père ne connaissait pas la grande distribution. Il faut dire la vérité. On connaît Civital, son corps de métier, c'était l'agroalimentaire et l'industrie. Le commerce, ils n'étaient pas très très forts. Donc, le Uno n'a jamais bénéficié de l'attention et des investissements nécessaires de la part de Civital. En plus, la concurrence du marché informel. Et puis l'Algérie, elle avait plus besoin de complexes commerciaux, pas uniquement de supermarchés. Disons que Civital n'a pas vu grand, il a voulu juste faire des supermarchés, alors que l'Algérie a besoin de hypermarchés pour drainer les consommateurs, pour attirer peut-être les consommateurs, pour booster la consommation intérieure du pays. Il fallait influencer les modes de consommation, il fallait créer des centres commerciaux modernes, comme par exemple le centre de Bab Zouar, comme par exemple le Hardis, comme l'Algérie, comme Garden City, qui cartonne en ce moment. Garden City, il cartonne. Alors, j'ai pas les chiffres, là. Je dis qu'il cartonne, en tout cas. Il fait du buzz. Il fait vraiment du buzz. Maintenant, on ne sait pas que ça va devenir. Il faut voir les bilans commerciaux. C'était un échec de la part du groupe Civital. Et Uno ne pouvait pas durer. C'est une histoire qui ne pouvait pas durer. Ça a commencé en 2007 et ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer. Ils étaient obligés de revendre et je pense que le groupe Civital, déjà, ce n'est plus le même. Depuis le départ du père, depuis le 2022, et le retrait 2022-2023 et le retrait de Essaad Rabrab, les enfants, les fils Rabrab ne sont pas du tout à la hauteur, de leur père. Le groupe sa politique a complètement changé. Civital a été impacté énormément par la politique économique de Tebboune. Les politiques notamment anti-importation, la politique de lutte contre la criminalisation excessive de la spéculation illicite, les politiques de redressement fiscaux, l'impact de la pandémie de la Covid-19 de 2020 et 2021 sur les commerçants d'Algérie. Tout ça, ça a été fatal pour Civital. Civital ne pouvait pas garder Uno. Ça, il faut le reconnaître, c'était le premier problème. Maintenant, c'est un bon sujet, on va essayer de le creuser.
et on va essayer d'enquêter encore davantage. Ça fait pratiquement 1 heure que nous sommes ensemble. On va rajouter quelques minutes pour poursuivre ce live. Et ensuite, on est obligé de l'achever, on est obligé de mettre fin, parce que presque, allez, à 23h30, on s'arrête. Allez, l'équipe. Encore quelques questions? Est-ce qu'on peut prendre quelques questions encore? Et d'ici 2030, d'ici 23h30, je commence à perdre mon latin, l'équipe. Alors là, franchement, il y a une question qui me fait rire. Alors, WWBB sur YouTube me dit, est-ce que c'est vrai que la fédération algérienne prend en charge les frais de recours auprès du TAS de la fédération sénégalaise? Mais arrêtons les conneries, franchement, il faut arrêter les conneries. Cette question est une insulte au Sénégal. Vous pensez que les Sénégalais, ils crèvent de faim? Ils savent pas, ils peuvent pas prendre en charge leur propre procédure au niveau du tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse. Attendez, mais le Sénégal, c'est pas un pays crevard, c'est pas un pays de crevards, c'est pas un pays qui crève de faim. C'est un pays dynamique. Moi, j'ai eu le plaisir de visiter 2 fois Dakar et la banlieue de Dakar. Le Sénégal est un pays important qui a des difficultés, qui a ses problèmes internes, etc. Mais le Sénégal n'a pas besoin de l'Algérie pour prendre en charge la procédure devant le TAS. Et puis, c'est pas des frais énormes. La fédération sénégalaise est une fédération qui est importante, qui a engrangé des revenus importants grâce à la victoire du Sénégal à 2 reprises en Coupe d'Afrique. Le Sénégal exporte des grands joueurs dans les plus grands clubs européens. Voilà. Rien que les joueurs sénégalais qui jouent dans les grands clubs européens, s'ils peuvent eux-mêmes, s'ils cotisent, s'ils donnent 5% de leur salaire, ça peut couvrir et financer toutes les procédures judiciaires. Non, bien sûr que non. Il faut arrêter de croire à ces fake news. L'Algérie n'a absolument aucun mot à dire dans cette affaire entre le Sénégal et le Maroc. Hier, le Sénégal a confirmé avoir officiellement déposé le recours devant le tribunal arbitral du sport. Et ça a été une catastrophe sur les réseaux sociaux. Cette information, elle a suscité pas mal de désinformation, de fake news, etc. Et c'est malheureux. Et encore une fois, je rappelle pour ce sujet, avant de revenir sur les questions pour TikTok, mais je voudrais répondre à cette question de notre ami sur YouTube. Encore une fois, soutenir le Sénégal dans cette affaire contre la Confédération africaine de football, ce n'est pas détester, ça ne signifie pas qu'on déteste le Maroc. Moi, je suis un grand ami du Maroc, j'aime le Maroc, j'aime les Marocains et les Marocains, j'ai beaucoup d'amour pour le Maroc, mais cette fois-ci, le Sénégal, il est lésé. Dans la vie, il faut être juste. Il faut être honnête. Et dire que le Sénégal a été lésé et que le Sénégal doit être soutenu et que la Confédération africaine de football a créé la plus grosse magouille de l'histoire du football au monde en retirant le sacre au Sénégal pour le donner au Maroc 2 mois plus tard, ce n'est pas de la marocophobie. Ce n'est pas une détestation du Maroc. Ce n'est pas une hostilité à l'égard du Maroc. C'est complètement faux. Dire cela, c'est faux. Je peux aimer le Maroc et ne pas être d'accord avec sa fédération de football et ne pas être d'accord avec Fawzi El Rja. Je peux critiquer Fawzi El Rja sans insulter le Maroc, sans être hostile aux Marocains et aux Marocains. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, vraiment, ce sujet, moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai été très blessé et très déçu par les commentaires, notamment de pas mal de nos amis marocains qui ne font pas la différence et qui n'ont pas fait preuve de lucidité. On peut aimer son pays, mais on peut accepter que les autres critiquent aussi les dirigeants de son pays. C'est les Marocains, moi j'accepte que les Marocains critiquent les dirigeants algériens, je pense que j'ai autant le droit de critiquer les dirigeants marocains comme les Marocains critiquent les dirigeants algériens. Ça s'appelle de l'honnêteté, tout simplement. Alors tout à l'heure j'ai vu une question sur TikTok, on m'a dit, on m'avait posé la question sur TikTok, est-ce qu'il n'y a pas un aspect positif de la politique économique de Tebboune? Moi je retiens qu'un seul aspect positif, c'est par rapport au tourisme. Il a encouragé le tourisme, il a les facilitations pour obtenir le visa, pour aller dans le Grand Sud, etc.
la volonté de s'ouvrir aux touristes internationaux. Au niveau économique, c'est la seule peut-être mesure positive que je trouve à Tebboune. Sinon, je ne trouve absolument rien de positif à la politique économique de Tebboune, initiée par Tebboune depuis son arrivée au pouvoir. Je ne vois absolument rien de positif. Je le dis, je le redis. Je ne vois rien de positif. Ah, on est signalé. S'il vous plaît, good live, disez good live sur le live, good live chez TikTok, mettez good live sur YouTube, on est signalé, on veut interrompre notre live. S'il vous plaît. Voilà, c'est la question de Huawei, je sais pas comment te prononcer, voilà. Dans le domaine industriel, y a-t-il un domaine industriel où l'Algérie fait du bon travail reconnu? Ah oui, bien sûr, mon cher ami. Ah oui, l'électroménager. En électroménager, voilà. Voilà, Huawei, merci pour la question. Il y a des domaines où l'Algérie, en pétrochimie, c'est un domaine industriel. Le GNL a été inventé en Algérie. Le gaz naturel liquéfié, c'est le premier pays au monde qui a fabriqué le GNL, c'était l'Algérie, dans les années 60. Avant même que le Qatar n'existe. Dans la pétrochimie. Dans la pétrochimie, dans le raffinage, on a des savoir-faire avérés. Dans le domaine, dans l'industrie mécanique, je l'ai rappelé la dernière fois quand j'ai parlé des bus, l'Algérie était parmi les premiers pays de la rive sud de la planète à produire des bus de grande qualité depuis les années 70. On savait produire des bus. On savait fabriquer des camions. On exportait nos bus et nos camions vers les pays africains, vers les pays de l'Amérique latine, vers les pays asiatiques, vers les pays arabes. Il y a un camion algérien qui a remporté une course, la fameuse course du Paris-Dakar. L'industrie mécanique, on avait un véritable savoir. Durant les années 2000, à l'époque de Bouteflika, on a accumulé du savoir dans l'industrie électroménager. Dans l'électroménager, les groupes Condor, Géant, etc., sont leur faire de la publicité, qui ont commencé par l'assemblage, mais après, moi, j'ai fait des reportages. J'ai été à Sétif, j'ai été à Alborg. La machine à laver, il y avait un taux d'intégration de 60 à 70%. Il y a des frigos en Algérie où le taux d'intégration était à 80%. C'est-à-dire 80% des composants du frigo étaient fabriqués en Algérie. Dans l'électroménager, il y a des téléviseurs avec un beau taux d'intégration, les démodulateurs, etc. Dans l'électroménager, durant les années 2000, on a acquis du savoir-faire. Dans l'agroalimentaire, je suis désolé, on a un savoir-faire. Bimo est une biscuiterie excellente. Les produits agroalimentaires, moi j'ai été en Afrique souvent, dans les pays africains, et les produits, les confiseries algériennes, les boissons algériennes, les produits agroalimentaires algériens, on avait du savoir-faire et c'était très bien. Et ça, ils sont vraiment appréciés. Le textile, à l'époque des années 80, des années 70, des années 80, on avait un secteur du textile qui était important, qui était fort. Malheureusement, la décennie noire a ruiné l'industrie algérienne. C'est la décennie noire qui a ruiné alors justement, merci pour la question, oui, je réponds. Pourquoi ce savoir-faire n'est pas exploité? D'abord, il y a eu l'interruption de la décennie noire. La décennie noire a ruiné l'Algérie. On s'était endetté, les usines, les zones industrielles ont été attaquées, Ruiba, Sidi Moussa, etc., Boumerdez à Alger, c'est devenu très dangereux. Beaucoup de compétences algériennes ont été tuées durant la décennie noire. On n'a jamais eu de chiffres, on parle de 200 000 morts. Mais il y a eu des milliers de morts parmi les cadres, parmi les ingénieurs. Il y a eu aussi des milliers de personnes qui sont parties. On estime que durant la décennie noire, jusqu'à même la moitié de la décennie des années 2000, plus d'1 million de personnes ont quitté l'Algérie, ont fui l'Algérie. Dans beaucoup de compétences, dans beaucoup d'ingénieurs, dans beaucoup de spécialistes d'industriels. Les entreprises, la décennie noire a bousillé l'Algérie. Quand on a repris, malheureusement, l'Algérie avait des contraintes. Elle avait deux retards. Premier retard, d'abord dans les infrastructures. Dans toute la décennie noire, on n'a pas vécu. On faisait la guerre, on a lutté pour notre vie. Donc 10 ans, le pays était bloqué. Les routes étaient vieilles, le chemin de fer était usé. Bouteflika n'avait pas le choix. Il fallait construire, il fallait lancer les infrastructures. Et on a construit des infrastructures, on a fait l'autoroute Est-Ouest, il fallait construire des logements, il fallait construire des nouvelles villes, il fallait urbaniser, il fallait régler le problème de l'eau potable.
on était arriéré en infrastructure. Les infrastructures, le pays était à l'arrêt pendant une décennie. Ensuite, il y a beaucoup d'infrastructures qui étaient détruites par la guerre, les effets de la guerre civile. Il fallait tout reconstruire. Deuxièmement, on était endetté. On était endetté durant la décennie noire. On avait pratiquement plus de 30 millions. À la fin de la décennie noire, la dette extérieure de l'Algérie, elle a dépassé les 30 milliards de dollars. Donc il fallait rembourser pour retrouver la souveraineté de l'Algérie, pour gérer les pressions des bailleurs de fonds qui étaient les membres du Club de Paris, les clubs des pays riches qui ont prêté à l'Algérie. Donc, dans cette course pour financer les infrastructures, les logements, l'autoroute Est-Ouest, le métro d'Alger, les tramways, les stations de dessalement de l'eau de mer, les nouveaux ronds-points, les nouvelles villes, les centrales électriques, et pour financer le remboursement de notre dette, on a négligé l'industrie. On s'est appuyé sur la rente pétrolière. Le gaz et le pétrole nous ramenaient beaucoup d'argent. Le pays s'était enrichi. On exportait, comme je disais, pratiquement entre 70 à 80 milliards de dollars par an. On a fait des réserves de change et on s'est enrichi. Et on a négligé l'industrie. Avec l'erreur que nous avons commise. Mais il y a un savoir-faire algérien. Bien sûr, il y a un savoir-faire algérien. Alors, à l'époque de Bouteflika, quand même, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, il y a pas mal d'entreprises privées dans l'industrie pharmaceutique. L'électroménager, l'industrie pharmaceutique, à l'époque de Bouteflika, ça s'est bien développé. Il y a un savoir-faire algérien qui est avéré. Qui est avéré. Mais malheureusement, voilà. La politique de Tebboune, elle nous a causé beaucoup de tort et beaucoup de mal. Et on n'a pas pu continuer à exploiter, à développer les secteurs qui se sont industrialisés à l'époque de Bouteflika. Tebboune, il a verrouillé le pays de 2020 à 2022 jusqu'à 2023. Il n'a pas soutenu le secteur privé algérien qui emploie 64 à 65% de la main-d'œuvre algérienne face aux dégâts et face aux effets désastreux de la pandémie de la Covid-19. Mais à part le gel de certains paiements d'impôts, certains paiements de taxes, ou certains paiements, de certaines cotisations sociales, etc. Il n'y a pas eu d'aide pour les entreprises privées. Beaucoup d'entreprises privées ont été combattues. Les groupes privés les plus importants de l'époque de Bouteflika, on les a détruits. On a mis leurs patrons en prison au nom d'une supposée lutte contre la corruption. Alors que ces groupes privés se sont lancés dans des projets intéressants comme l'assemblage et la production de véhicules neufs, comme dans l'industrie agroalimentaire, comme dans l'industrie pharmaceutique et autres. On a diabolisé le capital privé. On a lancé rappelez-vous ce qui s'est passé en 2023, le comité de redressement fiscaux, etc., et la surveillance des opérations de commerce extérieur. Les entrepreneurs ont été harcelés, ont été placés sous contrôle judiciaire, certains ont été emprisonnés, d'autres ont été chassés du pays, des entreprises enfermées. On aurait pu, j'ai un président à la place de Bouteflika, qui avait continué la même politique de soutien au secteur privé, la même politique de soutien à l'investissement privé, et la même politique d'ouverture vis-à-vis des investissements internationaux. Aujourd'hui, on aurait été un pays sérieusement industrialisé. On a fermé une usine de Renault, Peugeot, Renault, Hyundai, et Sova, etc. en 2019, alors qu'aujourd'hui, si on les avait gardés, on aurait eu des voitures avec un taux d'intégration de 30 à 40% minimum. Au Lyon, on a la conséquence. On a pénurie de pneus, pénurie de sel, pénurie de sièges et de vélos, pénurie de pas mal de choses. Voilà, en réalité, c'est la politique de Tebboune qui a déjà les avancées sur lesquelles on aurait pu capitaliser, les avancées de l'époque de Bouteflika, ont été ruinées et bloquées par l'époque de Tebboune. Tebboune, il a soutenu une partie de la classe de l'entrepreneuriat privé, du secteur privé, c'est Kamel Moula et le CREA. Quand les autres entrepreneurs qui n'ont pas voulu le soutenir, ou là qui n'ont pas voulu financer sa campagne, ou là qui n'ont pas voulu lui prêter allégeance, il les a complètement bousillés. Alors, Kamer Rezik et la politique économique de Kamer Rezik, bloquer les importations de matières premières, bloquer les domiciliations bancaires pour les opérations de commerce extérieur pour les producteurs algériens. On a cassé l'industrie algérienne, on a cassé. Je crois qui a profité en Algérie de Tebboune? Les Turcs, le BTP, Tosheli dans la sidérurgie, un peu les Turcs dans le textile, quelques entreprises privées qui sont Kamel Moula, Vénus et ses amis, t'as le CREA, et les autres, personne n'en a profité. Personne n'a profité. Si tu n'es pas dans le cœur de Tebboune, t'en profites pas. À l'époque de Bouteflika, même quand tu es un anti-Bouteflika, tu peux réussir. Alors Barab était un anti-Bouteflika, mais il était l'homme le plus riche du pays.
Il y a pas mal d'hommes d'affaires qui étaient anti-Bouteflika, mais qui ont construit des belles réussites et de très belles entreprises. « 23h33 l'équipe. Je crois que je dois vous remercier. Merwan, va écouter le discours de Miloni, tu vas être choqué. Je vois pas pourquoi le discours de Miloni va me choquer. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi il pourrait me choquer le discours de Miloni? D'après ce que j'ai lu jusque-là, Miloni a remercié l'Algérie, elle considère l'Algérie comme un pays partenaire, comme un ami, comme une coopération énergétique, etc. Ça, c'est le discours que les Italiens utilisent à l'égard de l'Algérie depuis de très nombreuses années. Donc, je ne vois pas en quoi ça pourrait me choquer le discours de Miloni. Si tu peux m'expliquer, Marouane, ça serait bien. Allez, on va donner quelques minutes supplémentaires. On va rester avec Marouane sur TikTok. Il me dit qu'on l'invite à nous expliquer pourquoi le discours de Miloni pourrait nous choquer. J'attends Marouane qu'il peut nous expliquer, etc. Léon Royal qui me rejoint, qui rejoint mon avis, il me dit le budget est très mal géré, 70% pour les salaires et les gestions, rien pour l'investissement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, c'est encore une fois l'erreur de Tebboune. À l'époque de Bouteflika, l'État algérien dépensait entre 60 et 70 milliards de dollars. Tebboune, nous sommes à un budget de plus de 130 milliards de dollars. Tebboune, il a tout simplement transformé l'État algérien en une machine afrique. Il a doublé le budget de fonctionnement de l'État algérien. Il a doublé, sans faire aucun investissement. À l'époque de Bouteflika, avec la moitié du budget que l'État algérien dépense pratiquement, comme à l'époque de Tebboune, et on a eu des routes, une autoroute, des tramways, des métros, des projets, des logements. Tebboune dépense 2 fois plus que Bouteflika, il n'a rien inauguré. Un train, Ben Béchar ou Tindouf. C'est ce qu'il a fait. Pour le moment, Tebboune, il a fait un train ou quelques stations de dessalement de l'eau de mer qui ont été lancées et qui ne sont pas opérationnelles à 100%. Et qui ne sont pas opérationnelles à 100%, je le rappelle, et qui sont en réalité des projets qui ont été budgétisés et mis à l'étude et programmés depuis l'époque de Bouteflika. Alors, sur YouTube, l'Algérie est contente du conflit en Iran. Avoue Abdou. Pas du tout, pas du tout. Elle ne devrait pas être contente. Elle essaye de profiter d'une opportunité, mais elle ne peut pas être contente. Les dirigeants algériens, s'ils sont contents, c'est qu'ils sont cons. Parce qu'il y a une inflation. Si l'inflation, si la crise économique mondiale, elle dure, il y aura une inflation. Il y aura une inflation des produits importés. Et l'Algérie, elle est dépendante des importations dans pas mal de secteurs. Donc, elle ne peut pas être contente. Sans oublier l'impact direct et l'impact politique. C'est que l'effondrement du régime iranien, c'est pas du tout une situation qui pourrait rendre heureux les dirigeants algériens, je vous l'assure. Hein. Qui pourrait être un dirigeant intéressant pour l'Algérie actuellement? Ouais, franchement, moi j'ai 3-4 personnalités politiques, 4 personnalités en ce moment que j'estime qui sont capables de travailler et faire des choses. Ali Rderi, général Ali Rderi. Je pense que Ali Rderi peut être capable de faire des belles choses. Ali Rderi, il a fait de la prison, il a goûté à la hugra, il a goûté à la persécution, il a goûté aux injustices. Et je crois qu'il est intellectuel, très instruit, ce n'est pas un corrompu, c'est un homme honnête, c'est une tête dure, il a un caractère difficile, etc. Peut-être, oui, mais c'est quelqu'un qui pourrait incarner une alternative. Ali Rderi, il a la légitimité d'institution militaire, il est populaire aux yeux des militaires, et c'est quelqu'un qui est très connu des Américains, qui est connu des Français, qui est connu de la communauté internationale, et donc il peut être une bonne alternative. Sinon, vous avez Ayman Abdelrahman, l'ancien Premier ministre, qui est honnête. Peut-être qu'il n'est pas ultra compétent, il n'est pas très brillant, mais il est honnête. Et je pense que être honnête, c'est une qualité indispensable pour pouvoir diriger l'Algérie et l'amener vers des destinations meilleures que celles que nous sommes, vers une destinée meilleure que celle que nous subissons aujourd'hui. La Mamara pourrait être une alternative intéressante.
Il est ouvert d'esprit, c'est un démocrate, il connaît le rouage du fonctionnement de la diplomatie internationale, il pourrait être un bon président de transition. Ce sont les trois que j'ai identifiés pour le moment. Après, dans le clan Tebboune, c'est quoi? Nous avons Saïd Saïd, Belaribi, c'est les deux pôles qui émergent. Ils ont l'expérience de l'État maintenant, ils ont géré des départements, ils ont géré des ministères importants. Est-ce qu'ils ont de l'avenir? Est-ce qu'ils peuvent incarner une alternative? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Le TAS, Azhor M. Le TAS, tu veux dire, mais chez le SAS, tu penses que ça va donner quoi le SAS? Non, c'est pas le SAS, c'est le TAS, le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Ce que va donner, ça va donner de la logique. Il va rendre justice au Sénégal. Il va justement rendre justice au Sénégal. Voilà ce qu'il va donner. C'est-à-dire que le Sénégal, la Confédération africaine de football sera désavouée et la décision sera supprimée, annulée et le trophée sera conservé par le Sénégal. Ce sera juste. Mais ce sera juste. On ne peut pas, on ne peut pas annuler un trophée qui a été gagné sportivement par une équipe devant le monde entier. Il a été remis au Sénégal. Il y a eu le pénalty du Maroc, il a été raté. Le Sénégal, il a inscrit un but. Il y a eu des supporters qui ont commis des erreurs, il faut les condamner. Il y a un entraîneur sénégalais qui s'est mal comporté, il faut le dénoncer, on peut le condamner. Pas plus, pas moins. Ni plus ni moins. Mes amis marocains qui m'insultent à chaque fois que je parle de ce sujet. Ya nas, Rabbi yahdikum. Ya nas, Rabbi yahdikum. Khafou Rabbi, le patriotisme vous supprime la. Aimer son pays, ça veut dire cautionner même si son pays il a tort. Moi, je préfère attendre la décision du TAS pour bien rigoler après et pour vous démontrer par la suite les ravages du patriotisme. L'honnêteté, pour moi, est plus importante que la patrie. Je n'ai pas soutenu l'Algérie contre le Cameroun quand on a utilisé la théorie du complot pour expliquer l'élimination sportive de l'Algérie alors que le Cameroun, il a bien joué, il a marqué dans les derniers instants. Comme je n'ai pas soutenu l'Algérie contre le Cameroun, je ne soutiendrai jamais le Maroc contre le Sénégal. Habba man habba, karaha man kara. Si vous voulez les menteurs et les personnes malhonnêtes, moi je ne le serai pas. Moi j'ai pas besoin d'être aimé parce que je suis malhonnête. Moi je veux être apprécié pour mes valeurs et pour mon honnêteté. Ni plus, ni moins. Allez, à 45 on s'arrête, Jma'at al-Khair. Al-Jazair Hor. Wesh, Abdou, t'as tourné la veste. J'ai pas tourné la veste, mon cher Al-Jazair Hor. De quelle veste on parle? Et Marwan, d'ailleurs, il nous a pas répondu, là. Il nous a pas répondu sur la question de Miloni. Le vent du livre, article 82-84, on en a déjà parlé. Ils peuvent pas être interprétés de façon rétroactive. Et ils ne peuvent pas être interprétés de façon rétroactive. Et l'arbitre, qui était le maître du jeu, a tout simplement l'arbitre qui a sifflé la fin du match a tout simplement n'a jamais déclaré forfait l'équipe du Sénégal. Et on ne peut pas venir 2 mois plus tard pour parler de l'application d'articles sur un match ou sur un événement qui s'est déjà passé. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas un malheur. C'est pas grave que le Maroc perde. Moi, je comprends pas, mais l'Algérie n'est pas partie à la Coupe du Monde du Qatar. Ça a été un drame, mais c'est pas grave. Le Maroc a perdu c'est pas grave. C'est la vie. C'est que du sport. C'est pas la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde qui va assurer le progrès scientifique, qui va assurer le progrès économique, qui va assurer la fin des inégalités, qui va ramener la prospérité à nos deux pays. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec cela. Cette fierté mal placée des Maghrébins. Les Maghrébins sont fiers uniquement dans le sport. Quand on voit nos pays, comment ils sont déglingués, on ne produit pas ce qui est nécessaire, on n'arrive pas à avoir une autosuffisance, ni pour la nourriture, ni pour les vêtements et les habits, ni pour l'industrie. Arrêtons, soyons sérieux, soyons sérieux.
Alors, Melcom18 sur YouTube me dit politique industrielle algérienne de Boumedienne qui a ruiné l'Algérie, conseillé par un Français, l'industrie industrialisante. Ça, c'est une théorie des années 70 qui a été préconisée par un économiste français et qu'un économiste français a demandé aux pays de tiers-monde en leur faisant croire que c'est en se lançant dans les industries lourdes, et notamment dans les industries lourdes, que le développement des pays du sud de la planète pourrait être garanti. Boumedienne, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais je ne pense pas qu'il avait l'intention de ruiner l'Algérie. De un. La politique économique de Boumedienne, elle a récolté des points positifs à un certain moment, puisque l'industrie algérienne, avec le Hadjar, par exemple, l'Algérie elle avait enregistré de très très bons points sur un certain nombre de secteurs. La politique de Boumedienne, elle a échoué, mais son échec était constaté après sa mort. Ça partait du choc pétrolier de 1986. Sinon avant, voilà. Et puis l'industrialisation, par exemple, de la Chine, avec des entreprises étatiques, ça a prouvé que c'était possible. Le problème de l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas eu de bon management, de bonne gestion, et que nous avons appliqué le socialisme dans ses aspects les plus idiots et les plus bêtes. Et que l'industrie algérienne, on n'a pas identifié des filières qui auraient pu nous permettre de ne pas dépendre du pétrole et du gaz. Mais qu'on le veuille ou non, à l'époque de Boumedienne, il y a eu des réalisations intéressantes et importantes. Donc, tout n'était pas mauvais. Il n'avait pas l'intention de ruiner. Et puis à Boumedienne, c'était il écoutait aussi les cadres de l'État. La qualité intellectuelle du régime de Boumedienne était nettement supérieure à la qualité intellectuelle ou à la médiocrité actuelle du régime Tebboune. Et Boumedienne, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la presse libre et indépendante, le monde était beaucoup moins dangereux que le monde d'aujourd'hui. Et Tebboune, il a la possibilité d'entendre une voix différente, d'entendre un avis différent, d'accepter la contradiction. Et puis, Tebboune, il a eu le temps nécessaire de prendre le recul. Boumedienne a dirigé l'Algérie qui était récemment indépendante et qui était pratiquement un pays d'analphabètes. Je vois une question sur l'arabisation. Voilà l'erreur de Boumedienne. L'arabisation du système éducatif, ça a été une erreur, on peut lui reprocher. L'arabisation excessive. L'arabisation idéologique. L'arabisation... l'arabisation idéologique, fanatique. Voilà, ça a été une erreur de Boumedienne. Mais Boumedienne était le fils de son époque. Tebboune, il a pris le poids dans les années 2000. Les années 2020, 2019, il y a les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le monde est pluriel, le monde est différent, le monde est plus sophistiqué, à la fois et plus dangereux et plus troublant. Donc il avait largement le temps, Tebboune avait largement le temps de ne pas commettre les mêmes erreurs que Boumedienne, de tirer les erreurs du passé, de ne pas les reproduire et de produire d'autres schémas de gouvernance et d'autres schémas de développement. Et Tebboune, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé un pays, une population plus instruite que la population qui a été dirigée par Boumedienne, avec des réserves de change, avec une armée puissante, avec un pays stable sur le plan sécuritaire, avec une population qui était unie. À l'époque de Boumedienne, l'Algérie était un pays d'indigènes, d'analphabètes. Il y a la colonisation française qui nous a laissé des infrastructures qu'on ne savait même pas comment les utiliser. Allez-y trouver après l'indépendance algérienne un médecin, un ingénieur. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'était Boumedienne, il a eu beaucoup de torts, mais son bilan n'est pas chaotique. Il ne faut pas être nihiliste. Après moi, franchement, je préfère la période Chadli à la période Boumedienne. Parce que mon Chadli était plus humain. Après Chadli, voilà, il y a eu la fin des années 88 et début des années décennies noires qui ont gâché l'image de ce président qui était un président réformiste, plus humain, nettement moins cruel et moins dictatorial et moins tyrannique que Boumedienne. Il ne faut pas éliminer le français, Hector. Bien sûr, je suis contre l'élimination du français. Ça a été une erreur stratégique. Il faut d'ailleurs ni éliminer le français, ni éliminer aucune langue. Mais l'arabisation n'est pas la seule explication du sous-développement de l'Algérie. Il ne faut pas aussi se mentir. Ce n'est pas la faute à l'arabe lui-même. Le problème, la langue n'est qu'un instrument. Ce n'est pas la fin en soi. Ce n'est pas la langue qui explique pourquoi un pays est sous-développé.
C'est la gouvernance. Il y a des pays, voilà, qui connaît coréen, qui connaît le vietnamien, qui parle éthiopien. Et ben, pourtant, ces pays-là ont beaucoup évolué et se sont développés économiquement et technologiquement. Et sur le point de vue industriel, là, le problème de l'Algérie, c'est la mauvaise gouvernance. Le système éducatif, il a été ruiné. On a construit un système éducatif quantitatif et pas qualitatif. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se développer. Et l'emprise idéologique de l'arabe empêche la construction d'un système éducatif de qualité. Ça, il faudrait remédier à cela, je suis d'accord. Alors, sur le gentleman masqué, sur TikTok, il me demande le fer algérien exploité par les Turcs. Moi, j'en ai parlé, mon cher ami, Marc, j'arrêtais pas d'actualité. La seule émission qui a parlé de l'arnaque du Rajbilet, du fer de Rajbilet qui a été mélangé, on parle du blending. Le seul qui a expliqué ce que c'est que le blending, comment le gouvernement algérien a racheté, a importé du fer importé depuis l'étranger pour le mélanger avec le fer local, avec un fer de Rajbilet, pour le donner ensuite, le vendre à bas prix à Tosheli, les Turcs, je suis le seul. À Gralta, mon ami. Hein, mon ami Bakshra, il faut suivre nos émissions, l'équipe. Il faut vraiment suivre nos émissions. Hein. Et je sais qu'on publie beaucoup d'émissions, mais vous avez sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, vous avez les archives. Regardez un petit peu ce qui s'est passé, ce que nous avons fait dans le passé. Hein.